Bernard Duterme, bonjour. On est dans ce magnifique cadre de l'abbaye de Villers-la-Ville aujourd'hui pour parler avec vous du tourisme, puisqu'en tant que directeur et sociologue au CETRI, vous avez développé une expertise sur les questions du tourisme international en coordonnant l'ouvrage La domination touristique. Pourquoi on va parler de tourisme aujourd'hui? C'est parce qu'on peut dire qu'on est à un moment où il est bien de se poser des questions, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui par rapport au tourisme et à l'explosion du tourisme. Le tourisme est une industrie qui explose, qui croît à un rythme soutenu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, à un rythme de 4-5% de croissance annuelle. L'OMT, donc l'Organisation mondiale du tourisme, calcule qu'en 2018, donc on a dénombré 1,4 milliard de séjours touristiques à l'étranger. Mais avec toutes les dérives aujourd'hui, parce qu'on peut dire que oui, il y a des aspects peut-être positifs, mais il y a aussi pas mal de dérives avec cet aspect où la masse est devenue tellement importante que peut-être qu'elle dépasse en fait ce qui est possible d'accepter aujourd'hui. On a affaire à un secteur qui a un impact énorme, positif et négatif. Le principal problème, c'est que ces coûts et ces bénéfices sont très inégalement répartis. C'est que s'il y a des gagnants du tourisme international, il y a effectivement beaucoup de perdants également. Il y a un rapport de force, un rapport de domination qui structure le tourisme entre d'un côté les grands tours opérateurs et les acteurs locaux, entre les visiteurs et les populations locales visitées, entre l'homme et l'environnement également. L'impact du tourisme sur l'environnement est problématique, on le sait. Une étude récente australienne qui calcule que le tourisme est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre. 8%, donc l'impact du tourisme est majeur. Le tourisme s'appuie sur un modèle de développement prédateur. Le tourisme est une dimension du capitalisme de dépossession, comme on l'appelle en Amérique centrale, du capitalisme de prédation, dont l'impact environnemental est très problématique. L'explosion du tourisme dans ses formes actuelles, l'augmentation des impacts environnementaux du tourisme met au grand jour son impossible généralisation. Mais quand vous dites ça, ça peut paraître étonnant parce que les gens, quand ils voyagent, ils ont l'impression, entre guillemets, qu'il n'y a pas de conséquences. On passe dans un endroit, on ne s'imagine pas finalement que ce passage, même s'il dure que quelques jours, peut avoir une incidence énorme en termes de bien-être pour la vie des populations locales aussi, parce que la qualité de vie, elle diminue dans les populations locales. Oui, le tourisme a longtemps bénéficié d'une image positive et aujourd'hui encore, majoritairement, il est considéré positivement. La critique sociale l'a même épargné pendant des années. La majorité continue à penser que les impacts du tourisme sont positifs. Et effectivement, il y a des impacts positifs. Le tourisme génère des devises, il génère des infrastructures, il génère des emplois, il génère de l'activité dans les pays où il s'installe. Mais encore une fois, dans un rapport problématique avec les coûts. Les coûts sont très importants. C'est ça la question, c'est il génère des aspects positifs, mais à quel prix? Un phénomène auquel on assiste depuis des années dans une série de villes des pays du Sud et maintenant dans des villes d'Europe, c'est la question de la gentrification. C'est la pression que le tourisme met sur les logements, sur les ressources dans telle ou telle région. Là où le tourisme se développe, les prix augmentent. Et donc l'accès des locaux, et surtout quand ils sont pauvres évidemment, au logement, à la terre, à l'eau, à l'électricité, devient problématique. Dans les grandes villes des pays du Sud, à Bangkok en particulier, il y a un phénomène de gentrification, à Rio également, au Brésil. Les populations locales sont amenées progressivement à quitter les centres-villes parce que les centres-villes deviennent inaccessibles pour leur bourse. Alors un exemple plus criant, Venise, on en parle énormément médiatiquement et là je vais vous proposer de regarder un extrait d'un envoyé spécial qui était tourné et diffusé en 2018, il s'appelle Un été à Venise, je pense que ça se passe de tout commentaire. Et en mai dernier, à grands frais, des portiques ont été placés à 3 endroits aux entrées de la ville. Ils seront fermés en cas de très forte affluence et les touristes, eux, ne comprennent pas. Je vois pas l'intérêt. Enfin, ça me semble pas nécessaire. Et les Vénitiens non plus. Ils ne veulent pas de ces portiques inutiles selon eux et symboles d'une ville qui se transforme en parc d'attractions. Le projet du maire est clair. Il veut transformer cette ville en Venise-Land, en une sorte de parc à thème, une sorte de Disneyland sur pilotis. C'était en juin dernier. 1 millier de personnes descendent dans les rues.
Des slogans anti-hôtels contre les paquebots de croisière, des banderoles pour demander à pouvoir habiter dans Venise. À cause de la spéculation touristique, les loyers sont arrivés à des prix inaccessibles pour les citoyens moyens. Je n'ai jamais vu ça en 45 ans. C'est effrayant. On est en train de tuer la ville. On est en train de tuer la ville. Venise va-t-elle devenir un parc d'attractions où les habitants ne seront plus que des figurants? Sera-t-elle la première ville au monde détruite par le tourisme de masse? Oui, édifiant en effet. Donc Venise, parc d'attractions où les habitants ne seront plus que des figurants. Ces situations-là, on la connaît un peu partout. La plupart des sites touristiques, dans les pays du Sud en particulier, sont des espèces de bulles sécurisées, climatisées, aseptisées, où les populations locales jouent un rôle de figurant, de décor humain. Et alors l'UNESCO a dû créer un concept pour calculer le problème qui survient à Venise aujourd'hui et dans beaucoup d'autres endroits, c'est la capacité de charge. La capacité de charge, c'est le nombre de personnes qu'une destination peut recevoir sans mettre sa viabilité en cause. Le Machu Picchu au Pérou et beaucoup d'autres destinations dans les pays du Sud ont une capacité de charge maximale qui est déjà dépassée. Et donc on est contraint enfin à la régulation. Donc d'organiser les flux touristiques, de limiter, de les contingenter, de façon à préserver les destinations, de façon à assurer la viabilité d'une industrie qui se détruit elle-même. Mais c'est presque dingue parce qu'en fait, pourquoi on visite, pourquoi on va là, c'est pour découvrir des choses locales, des spécificités locales. Et là, si tout devient artificiel, ça veut dire que quoi? Il y a un non-sens qui se crée. Alors même dans le tourisme, si on va visiter, si on va voir des figurants, des choses qui sont bétonnées, etc. Il y a presque un paradoxe un peu bête quand même. Une essayiste française qui s'appelle Sylvie Brunel qui a cette formule heureuse à propos de cette dynamique, c'est le tourisme fabrique de l'authentique en toc. Elle a signé un livre qui s'appelle La Disneylandisation du monde. Cette formule rend bien ce caractère artificiel, cette multiplication des zones commerciales où les fonctions de déambulation du touriste et les fonctions de consommation sont conjuguées dans un même espace. C'est du lèche-vitrine touristique auquel on s'adonne. Le tourisme a longtemps été non critiqué. Aujourd'hui, il y a quand même des voix qui s'élèvent. Il y a dans des pays des manifestations, etc. Parce que notamment, on essaye de faire entendre la voix qui dit qu'il faut relativiser cet apport économique aussi. C'est le fait qu'on a toujours dit le tourisme, c'est moteur de croissance, vecteur d'émancipation, etc. Du coup, faisons-lui la part belle. Et aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut relativiser ça aussi. Tout à fait, l'apport économique du tourisme est à relativiser. Et la question à se poser, c'est dans les mains de qui il va. Oui, pour 10 € qui sont investis dans le tourisme, dans les pays du Sud, 1, 2, 3 ou dans le meilleur des cas, 4 de ces euros restent sur place. La plupart des bénéfices générés par le tourisme dans les pays du Sud sont rapatriés dans les sièges au siège des multinationales ou dans les paradis fiscaux. Et c'est le résultat de cette injonction à la libéralisation à laquelle sont soumis la plupart des États du Sud. Les États du Sud se livrent à une concurrence effrénée pour attirer chacun sur son territoire les investisseurs touristiques. Et cette concurrence effrénée les amène à baisser toute norme sociale, toute norme fiscale, toute norme environnementale. Donc entre eux, ils se livrent une concurrence entre pays. Exactement, et donc du coup, ils n'ont pas les moyens de réguler. La condition de l'investissement sur leur propre territoire, c'est justement le tapis rouge qu'ils déroulent aux investisseurs extérieurs. Le résultat, c'est que les moyens publics, les finances publiques sont en crise. On va dire qu'on va arrêter sur le constat très noir, parce que là, on a tiré à boulet rouge sur le tourisme. Est-ce qu'il y a quand même, on va dire, dans cette noirceur du constat aujourd'hui sur le tourisme, quelque chose qu'on peut faire nous en tant que touristes, qu'on peut peut-être appeler les élus à faire, parce qu'on voit que dans beaucoup de villes aujourd'hui, les élus bougent pour essayer de mettre des dynamiques de régulation, etc. On peut peut-être essayer de rêver d'appeler les opérateurs touristiques à plus de conscience, on ne sait pas. Mais est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui s'impose aujourd'hui comme action? Pour moi, il n'y a pas de bons et de mauvais touristes. Il n'y a pas de bons et de mauvais touristes. Vous l'avez compris, il y a une logique problématique, il y a une logique destructrice qui est à changer, à réformer. Et les leviers d'action, ils sont effectivement politiques. Les leviers d'action, ils sont dans les capacités des États, du Sud en particulier, à réguler, à négocier. Il est dans le rapport de force que ces États peuvent construire avec les opérateurs extérieurs.
il est dans l'agir d'appareils de régulation internationaux. Il faudrait une organisation mondiale du tourisme. Chance, elle existe déjà, mais aujourd'hui elle est cantonnée à un rôle de promotion du tourisme, là où elle devrait avoir un rôle de contrainte, de régulation, de limitation des flux, d'organisation des flux, et de répartition des bénéfices et des coûts et des bénéfices sur un autre mode. Ils sont là les leviers d'action, dans la coordination des politiques nationales et internationales pour organiser le tourisme autrement. Est-ce que comme pour tout, on pourrait dire que la meilleure action qu'on peut poser, c'est de consommer plus modérément le tourisme? Oui, consommer plus modérément. Forcément, il faudra voyager moins. Forcément, il faudrait voyager moins. Il n'y a rien qui justifie. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un Belge moyen, un Belge sur deux prend des vacances à l'étranger? Mais dans ce Belge sur deux, il y en a plusieurs qui prennent plusieurs fois des vacances à l'étranger chaque année. Et ce mode de vie, ce mode de consommation, ce mode de développement hypothèque le futur, tout simplement. Alors, je vous propose de regarder tout de suite une citation qui va faire écho complètement à ce qu'on vient de dire. Être en vacances ne suffit plus, il faut partir en vacances pour se sentir dans la norme. On est en plein dans ce qu'on vient de dire là. Oui, c'est l'injonction à la mobilité. Il y a une autre injonction, c'est de partir en vacances et puis il ne faut pas rater ses vacances. Faire la belle photo, faire la photo publiable sur les réseaux sociaux. Et donc ça, on doit dire stop aujourd'hui alors, c'est ça? Stop ou avec modération. À se poser tout simplement la question de pourquoi je pars et est-ce que je vais vraiment partir cet été, quoi, en fait. C'est ça? Oui, posons-nous là. Allez, merci beaucoup.